Elle l'humilia devant tous pour ses vêtements modestes, une erreur qui allait lui coûter son empire. Elle ignorait que cet homme, silencieux, allait sceller son destin d'un unique geste dans les minutes à venir. « Ce sont des haillons !» La voix de Clémence fendit le salon comme un éclat de verre. Le brouhaha des conversations et le cliquetis des coupes s'éteignirent sur le champ. Tous les regards se tournèrent vers elle, debout, impeccable dans sa robe de soie bleue, et vers l'homme qui lui faisait face. Antoine. Il portait une veste de toile épaisse et un pantalon usé, un contraste saisissant avec le luxe environnant. « Sécurité !» claqua-t-elle des doigts. « Faites sortir cet homme, immédiatement. » Antoine ne bougea pas. Il se contentait de l'observer avec un calme qui l'exaspérait profondément. Les invités, une mer de smokings et de joyaux, assistaient à la scène comme à un spectacle. Certains visages affichaient la stupeur, d'autres, un amusement cruel. Un photographe, flairant le scandale, leva son appareil, mais un regard de Clémence le fit reculer. « Vous n'avez pas entendu ?» siffla-t-elle, faisant un pas en avant. « C'est un événement pour l'élite, pas un refuge pour les miséreux. » L'humiliation ne suffisait pas. Il lui en fallait davantage. D'un geste délibéré, Clémence saisit une coupe de champagne sur le plateau d'un serveur figé et, sans la moindre hésitation, versa le liquide doré sur la poitrine d'Antoine. Le gaz pétilla en touchant le tissu sombre. Le salon retint son souffle. Le mépris sur son visage était un masque de triomphe. Clémence agrippa le bras d'Antoine. Ses ongles laqués de rouge s'enfoncèrent dans le tissu rêche. « Sortez de vous-même ou je veillerai à ce qu'on vous traîne dehors. » Son visage demeura une toile vierge, mais ses yeux, profonds et sereins, croisèrent les siens. Un frisson glaça l'échine de Clémence, une sensation étrange et inconnue. Comment aurait-elle pu savoir qu'elle venait d'insulter le seul homme capable de sauver son monde de la ruine? Cette humiliation n'était que le prélude d'une vengeance silencieuse et implacable. Pour ne pas manquer l'épilogue surprenant de cette histoire, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Le contact rêche de la veste d'Antoine sous ses doigts fut comme une décharge électrique. Un déclencheur qui déchira le présent. Le salon de réception s'évanouit. Le champagne, les regards, tout se dissolut en un écho lointain. L'esprit de Clémence chuta dans le temps, aspiré par un souvenir qu'elle avait enfoui sous des couches de soie et d'arrogance. Elle avait 17 ans. L'odeur du graphite et du papier emplissait sa petite chambre. La lumière du soleil de l'après-midi éclairait des dizaines de croquis éparpillés sur le sol. C'étaient des robes, des jupes, des chemisiers, chacun une promesse, un morceau de son âme cousu en traits de crayon. Son père, un tailleur de quartier aux mains calleuses et au sourire fatigué, entra dans la pièce. Il prit l'un des dessins, une robe de bal à la coupe audacieuse. « Tu as un don, ma fille », dit-il, la voix empreinte de fierté. « Un jour, le monde connaîtra ton nom. Souviens-toi, la véritable élégance ne réside pas dans l'étiquette, mais dans l'âme que tu mets dans chaque point. » À cet instant, assise sur le sol de sa modeste chambre, Clémence n'avait rien, mais elle croyait tout posséder. L'espoir était un tissu chatoyant qu'elle tissait elle-même. La coupure fut brutale. La mémoire fit un bond de 5 ans. Un bureau imposant à Milan, avec des murs de verre et une vue panoramique sur la ville. Clémence, désormais âgée de 22 ans, se tenait devant un cadre au visage impassible. Son portfolio, celui-là même que son père avait tant vanté, était ouvert sur la table en acajou. L'homme feuilleta les croquis avec dédain. « C'est amateur », dit-il, le mot tombant comme une pierre. « Manque de sophistication, manque de moyens. Vos créations transpirent la pauvreté d'où vous venez. » Il referma le portfolio d'un claquement sec. « La mode est un cercle très fermé, ma chère, et vous n'avez pas l'invitation. » L'humiliation brûla plus fort que n'importe quel champagne. Elle quitta cet immeuble se sentant nue, dépouillée non de ses vêtements, mais de ses rêves. La décision fut prise cette même nuit, dans un appartement froid et solitaire. Elle regarda ses croquis, ses mains qui un jour avaient rêvé de créer, et ressentit du dégoût. Dégoût de sa naïveté, dégoût de sa pauvreté. Elle fit un pacte silencieux avec elle-même. Plus jamais personne ne la ferait se sentir insignifiante. Elle brûla les dessins, un par un, regardant les cendres de ses rêves s'envoler par la fenêtre. «
Si elle ne pouvait entrer dans ce cercle par la porte du talent, elle y entrerait par celle du pouvoir. Elle épouserait la richesse, revêtirait l'arrogance comme une armure et deviendrait l'incarnation de tout ce qu'il avait rejeté. « Madame ?» La voix d'un agent de sécurité, ferme mais respectueuse, la ramena à la réalité. Le salon de réception se matérialisa à nouveau, le visage d'Antoine toujours devant elle. Il était déjà gentiment escorté vers la sortie par 2 gardes. Les invités commençaient à se détendre. Le spectacle était terminé. Mais avant de disparaître dans le couloir, Antoine s'arrêta. Il regarda par-dessus son épaule, directement vers elle. Il n'y avait pas de colère sur son visage, pas d'humiliation. Il y avait juste un léger sourire, presque imperceptible. Un sourire qui n'était pas de défaite, mais de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la pitié. Et cette image, plus que l'insulte ou le champagne, la laissa complètement désarmée. 2 semaines plus tard, l'odeur de cuir et de bois ciré de la salle de réunion de Grimaldi & Co. étouffait Clémence. L'incident du gala avait été étouffé par un don généreux et une note de presse blâmant la fatigue, mais le goût amer du souvenir du sourire d'Antoine persistait encore. À présent, elle avait besoin d'une victoire. Il lui fallait prouver qu'elle était plus qu'un joli visage marié à l'argent. Sur la table en acajou reposait son projet. Aura, une ligne de haute couture qu'elle avait esquissée en secret. Les nuits blanches, un écho lointain de la jeune fille qui rêvait jadis sur le sol de sa chambre. C'était sa tentative de retrouver un morceau d'elle-même. « Clémence, ma chère, nous avons déjà abordé ce sujet, » dit Thibaut, son mari, depuis le bout de la table. Sa voix était douce, mais empreinte d'une condescendance qui la blessait. « Vous êtes le visage de la marque, pas l'esprit créatif. »« Mes créations sont bonnes, Thibaut. Elles sont innovantes, » insista-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne se sentait. « Elles peuvent rajeunir l'image de Grimaldi. Nous pourrions produire une collection capsule, tester le marché. » L'un des directeurs, un homme grisonnant nommé Monsieur Dubois, laissa échapper un rire étouffé. « Madame Grimaldi, avec tout le respect que je vous dois, votre talent réside dans le port des vêtements, non dans leur conception. Laissez le travail de fond aux professionnels. » Elle se tourna vers lui, la fureur lui montant à la gorge. « J'ai étudié le design, je comprends les tissus, les coupes, l'histoire de la mode. Ce n'est pas un caprice. » Thibaut intervint, le conciliateur agaçant. « Personne ne doute de votre bon goût, mon amour. Mais le conseil a déjà statué. Nous allons nous concentrer sur des stratégies plus sûres. » Il referma le dossier du projet Aura d'un clic définitif. Le son résonna dans la pièce comme la porte d'une cellule qui se referme. Clémence sentit l'air lui manquer. Elle regarda les visages des directeurs, des hommes qui la considéraient comme un accessoire coûteux, et son mari, qui la voyait comme une enfant gâtée. L'échec était un vêtement lourd et mal ajusté. Elle quitta la salle sans un mot de plus, les mains tremblantes, non de colère, mais de la douleur de voir son dernier rêve rejeté comme une esquisse inutile. L'obstacle n'était pas seulement leur manque de confiance. C'était l'image qu'elle-même avait bâtie, une cage dorée dont elle ne parvenait plus à s'échapper. La vérité éclata cette même nuit, non pas dans une salle de réunion, mais dans le silence tendu de son penthouse. Thibaut arpentait la pièce, le téléphone pressé contre l'oreille. Clémence l'observait depuis la porte du bureau. Il ne la remarqua pas. « Je ne veux pas d'excuses », grogna-t-il dans l'appareil. « Les actions ont chuté de 7% supplémentaires. 7. Nous saignons, Laurent. Si nous n'arrêtons pas l'hémorragie, Grimaldi & Co. ne survivra pas au prochain semestre. » Il s'arrêta, passant sa main libre dans ses cheveux. « Non, il n'y a pas d'autre option. C'est lui ou la faillite. » Un silence. Thibaut écoutait, le visage pâle sous la lumière artificielle. « Oui, je sais qu'il est reclus, je sais qu'il est excentrique. Mais Ryu est notre unique salut. Une collaboration avec lui nous apporterait non seulement le capital des investisseurs, mais aussi la crédibilité que nous avons perdue. Il est plus qu'un styliste, c'est un dieu. Si Ryu signe avec Grimaldi, nous serons sauvés. » Ryu, le nom flottait dans l'air comme une sentence. Le styliste le plus énigmatique et vénéré du monde. Un génie qui ne donnait pas d'interview, n'apparaissait pas en public et ne communiquait qu'à travers un groupe restreint de représentants. Ses collections étaient des événements quasi religieux, et une seule de ses pièces valait plus qu'une voiture de luxe. Thibaut le raccrocha enfin et vit Clémence sur le pas de la porte. Ses épaules s'affaissèrent de défaite. « Tu as entendu. Nous faisons faillite ?
demanda-t-elle, la voix à peine audible. Nous sommes au bord du gouffre, admit-il, l'arrogance évaporée. Il s'approcha, prenant ses mains. Le geste parut désespéré. Clémence, j'ai besoin de toi. Tu es l'ambassadrice de la marque. Tu as les contacts, l'influence. Personne ne parvient à approcher Ryu. Ses représentants sont des murs infranchissables. Mais toi, tu peux ouvrir n'importe quelle porte. J'ai besoin que tu obtiennes cette rencontre. Pour notre avenir, pour l'entreprise. L'ironie était accablante. L'homme qui, quelques heures auparavant, avait ridiculisé ses ambitions créatives, plaçait à présent le destin de son empire entre ses mains. C'était sa chance. Sa seule chance de prouver qu'elle était plus qu'un simple ornement. « Je le ferai », dit-elle, la décision se solidifiant en elle. « Je vous amènerai Ryu. » Mais la tâche se révéla être un cauchemar. Pendant des jours, Clémence mobilisa tout son réseau. Elle passa des dizaines d'appels, envoya des emails, utilisa des contacts qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Les réponses étaient invariablement les mêmes. Impossible. Il ne rencontre personne. Les représentants ne rappellent même pas. Chaque porte qu'elle tentait d'ouvrir se refermait avec plus de force. Le mur autour de Ryu était impénétrable. L'espoir initial commença à se transformer en une panique glaciale. Elle était dans son dressing, un sanctuaire de milliers d'euros en tissus et marques de luxe, mais elle se sentait la même jeune fille pauvre du bureau de Milan. Le doute commença à ronger sa détermination. Et s'ils avaient raison? Et si elle n'était qu'une imposture? Une mondaine futile jouant les femmes importantes? Le souvenir de cet exécutif riant de ses croquis revint avec force. Vous n'avez pas l'invitation. Peut-être ne l'avait-elle jamais eue. Peut-être sa place était-elle vraiment de simplement porter les vêtements, et non de rêver de les créer. La peur la paralysa. Et si elle échouait? Thibault la blâmerait. Le monde de la mode, qui la regardait déjà avec dédain, la dévorerait vivante. Elle serait la femme qui avait tout et qui avait tout perdu. L'image d'elle-même, méticuleusement bâtie au fil d'une décennie, commencerait à se fissurer. Elle s'assit sur le sol du dressing, entourée d'une richesse qui semblait vide. Et pour la première fois depuis des années, elle eut envie de pleurer. Abandonner était si facile. Redevenir simplement l'épouse de Thibault. Ignorer l'abîme qui se rapprochait et faire semblant que rien ne se passait. Mais alors, une autre image se superposa à celle du cadre de Milan. L'image d'Antoine. L'homme aux vêtements usés et au regard serein. Son sourire. Ce n'était pas un sourire moqueur. C'était un sourire qui voyait à travers elle, à travers l'armure de soie et de bijoux, et discernait la jeune fille effrayée en dessous. Ce sourire la défiait, et Clémence, qui avait bâti sa vie pour ne plus jamais être défiée ou rabaissée, sentit une étincelle de son ancienne obstination s'allumer. Elle ne serait pas vaincue, ni par un conseil d'hommes âgés, ni par un styliste fantôme, et certainement pas par ses propres doutes. Elle se leva. La peur était toujours là, un nœud froid dans son estomac, mais il y avait maintenant quelque chose de plus fort, la décision. Elle n'allait pas seulement obtenir la réunion, elle arracherait cette porte de ses gonds s'il le fallait. Elle se battrait. Après une semaine d'efforts surhumains, Clémence réussit l'impensable, une rencontre préliminaire, non pas avec Ryu, mais avec son principal représentant en Europe, un homme nommé Étienne Moreau. C'était une miette, mais c'était la seule qu'elle avait. La réunion eut lieu dans une suite d'hôtels minimalistes et aseptisés où l'air semblait raréfié. Clémence était impeccable, son tailleur gris perle était la personnification de l'élégance contenue. Elle présenta la proposition de Grimaldi & Co. avec une précision étudiée, soulignant l'héritage de la marque et le potentiel de marché de la collaboration. Étienne, un homme d'âge moyen aux yeux froids et calculateur, écouta tout en silence, sans exprimer la moindre émotion. À la fin de la présentation, il ne posa aucune question sur les chiffres ou la logistique. Il se pensa en avant, un léger sourire venimeux aux lèvres. « Madame Grimaldi, votre proposition est compétente, mais j'ai une préoccupation plus immédiate. » Il saisit une tablette sur la table et la tourna vers elle. Sur l'écran, une photo granuleuse, mais indubitable. Clémence, le visage tordu de mépris, versant du champagne sur Antoine lors du gala. L'image avait été publiée sur un blog à potins influents, avec le titre « L'élite et son mépris, Clémence Grimaldi, révèle son vrai visage ». Ryu valorise la discrétion. L'âme, il croit que les vêtements sont une extension de qui nous sommes, dit Étienne, la voix douce comme de la soie, mais acérée comme une lame.
Cette image ne transmet pas le bon message, n'est-ce pas? Le sang de Clémence se glaça. Elle tenta de garder son sang-froid. Ce fut un malentendu, un moment malheureux, sorti de son contexte. Vraiment? Une nouvelle voix résonna depuis la porte. Isabelle Leclerc, une rivale de longue date de Clémence dans le cercle mondain, entra dans la pièce comme si elle en était la propriétaire. Elle sourit à Étienne puis à Clémence, un sourire de pure malice. « Étienne, mon cher, quelle bonne idée de m'avoir invité. J'étais là. Ce n'était pas un malentendu. C'était un spectacle d'arrogance. Clémence a humilié un pauvre homme simplement parce qu'il existait dans le même espace qu'elle. » Clémence se tourna vers elle, choquée. « Isabelle, qu'est-ce que tu fais ici ?» « Étienne m'a demandé un second avis, » dit Isabelle, s'installant confortablement. Il voulait savoir si l'ambassadrice de Grimaldi était vraiment la bonne personne pour s'associer à la marque Ryu. Et j'ai été honnête. Ryu, c'est l'art, c'est l'humanité. Et toi, Clémence, c'est le statut et la cruauté. Deux autres cadres qui accompagnaient Étienne acquiescèrent discrètement. La pièce, déjà froide, devint un congélateur. Clémence sentit les regards peser sur elle, la jugeant, la condamnant. L'humiliation était publique, orchestrée. L'assemblée, auparavant passive, était désormais complice active de sa chute. Isabelle continua, sa voix distillant le venin, racontant l'incident avec des détails exagérés, dépeignant Clémence comme un monstre élitiste. Chaque mot était un clou dans son cercueil. L'air devint lourd, et la respiration de Clémence, courte. Elle était tombée dans une embuscade, et le piège était sa propre attitude. Clémence sentit la panique céder la place à une vague de fureur. Elle ne serait pas détruite ainsi. Elle refusait. Inspirant profondément, elle se leva, ignorant Isabelle et se concentrant uniquement sur Étienne. « Ça suffit, » dit-elle, la voix basse, mais vibrante d'une intensité qui surprit tout le monde dans la pièce. « Vous voulez parler d'âme, d'art ? J'ai passé des nuits blanches à étudier les premiers travaux de Ryu, la collection Murmure de Kyoto de 2008. Il a utilisé une technique de teinture du XVIIIe siècle, le yuzen, sur de la soie pure, un processus que presque personne d'autre ne maîtrise. Il ne l'a pas fait par luxe, mais pour honorer les artisans qui perdaient leur savoir-faire. » Elle fit un pas en avant, la passion sincère dans la voix. Dans la collection Désert urbain, il n'a pas utilisé de tissu noble. Il a utilisé de la toile recyclée et du coton biologique, prouvant que la beauté ne réside pas dans le prix du matériau, mais dans la vision du créateur. Je ne suis pas qu'une mondaine. Je suis une érudite de la mode. Je comprends la philosophie de Ryu à un niveau qu'Isabelle, avec tout son argent, ne pourrait jamais acheter. Pendant un instant, cela fonctionna. Un silence impressionné envahit la pièce. Étienne la regardait avec un intérêt nouveau. Le masque d'indifférence se fissurant. Isabelle semblait momentanément sans voix. Clémence sentit une étincelle d'espoir. Peut-être pouvait-elle renverser la situation. Peut-être la vérité de sa passion était-elle plus forte que le mensonge de son image. C'est alors qu'Étienne l'écrasa. Il laissa le silence s'étirer un instant agonisant avant de parler, la voix désormais dénuée de toute chaleur. Une performance impressionnante, Madame Grimaldi. Vraiment. Vous connaissez la théorie. Mais Ryu ne se soucie pas de ce que vous savez. Il se soucie de ce que vous faites. Il se leva, marchant lentement vers elle. Vous parlez d'honorer les artisans, mais vous humiliez un homme pour ses vêtements usés. Vous parlez de la beauté de la toile, mais vous jugez les gens par la soie qu'ils ne portent pas. Votre passion est une contradiction ambulante. Vous êtes la personnification exacte de l'hypocrisie que Ryu méprise le plus dans l'industrie de la mode. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, le regard froid comme la glace. Cet homme que vous avez aspergé de champagne, lui avez-vous au moins demandé son nom? Avez-vous vu l'être humain derrière le tissu? Non, vous avez vu un clochard, et c'est pourquoi cette conversation est terminée. Étienne se tourna vers les autres. Grimaldi & Co n'est pas adapté à un partenariat. La réunion est ajournée. Les mots la frappèrent comme un coup physique. L'air fut expulsé de ses poumons. Isabelle sourit, un sourire de victoire finale et absolue. Les cadres se levèrent et quittèrent la pièce sans même la regarder. Étienne et Isabelle sortirent ensemble, conversant à voix basse, l'oubliant déjà.
Clémence resta seule dans la suite silencieuse. Le tailleur gris perle, qui auparavant semblait une armure, paraissait maintenant un déguisement ridicule. L'humiliation était totale, absolue. Il n'y avait plus d'arguments, plus de défense. Elle n'avait pas été vaincue par ses ennemis, mais par elle-même. L'image sur la tablette, son propre visage tordu de haine, brûlait dans son esprit. Elle regarda son reflet dans la fenêtre sombre, mais ne reconnut pas la femme qui la fixait. Elle était complètement seule, vaincue. Clémence ne se souvenait pas comment elle était rentrée chez elle. Le trajet à travers la ville fut un flou de lumière et de sons étouffés. Elle entra dans le penthouse silencieux et sombre, ignorant les appels de Thibaut qui vibraient dans son sac. Elle n'alla ni dans le dressing, son sanctuaire de luxe, ni dans la chambre, son refuge d'apparence. Au lieu de cela, ses pieds la menèrent vers une pièce qu'elle n'avait pas visitée depuis des années, un petit bureau à l'arrière de l'appartement, qu'elle avait transformé en débarras. Des boîtes de chaussures de marque empilées, des cintres vides, des rouleaux de papier cadeaux coûteux. C'était un cimetière d'excès. Elle s'assit sur le sol froid. Le même tailleur gris perle maintenant froissé et sans vie. La défaite était une présence physique dans la pièce, un poids qui l'écrasait au sol. Les mots d'Étienne résonnaient dans son esprit. « Vous êtes la personnification de l'hypocrisie. » Il avait raison. Elle était devenue la caricature de cet exécutif de Milan, la personne qui l'avait humiliée des années auparavant. Elle avait bâti un empire d'arrogance sur une fondation d'insécurité et maintenant tout s'effondrait. Abandonner semblait la seule option logique, une reddition méritée. Elle aurait pu simplement laisser Grimaldi & Co faire faillite, laisser Thibaut gérer les conséquences. Elle aurait pu divorcer, prendre sa part et disparaître, vivre une vie anonyme et vide dans un paradis fiscal. Ce serait facile, ce serait un soulagement. Ses yeux errèrent sur le désordre de la pièce et se posèrent sur une vieille boîte en bois poussiéreuse, glissée sous une étagère. Elle la reconnut instantanément. Avec un effort, elle se traîna jusqu'à elle et la tira au centre de la pièce. Le couvercle grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, protégé par un tissu de velours délavé, se trouvaient les seuls croquis qu'elle n'avait pas brûlés. C'étaient les premiers que son père l'avait aidé à réaliser. À côté d'eux, un petit carnet à couverture rigide. Elle l'ouvrit. La calligraphie de son père remplissait les pages. Des notes sur les types de tissus, des diagrammes de points de couture, des réflexions sur le métier. Sur l'une des dernières pages, une phrase était soulignée. « La mode passe, le style reste. Mais le caractère, ma fille, le caractère est le fil qui coud l'âme. » Les larmes qu'elle avait retenues dans la suite de l'hôtel, devant ses bourreaux, jaillirent enfin. Un sanglot déchira sa gorge, puis un autre. Elle pleura pour la jeune fille qu'elle avait été, pour la femme qu'elle était devenue, pour le père qu'elle avait déçu. Elle pleura la honte, la solitude, l'hypocrisie qu'Étienne avait soulignée avec tant de précision. Et au fond de ce puits de désespoir, quelque chose se produisit. L'image d'Antoine revint à son esprit, l'homme qu'elle avait humilié, l'homme qu'Étienne avait dit qu'elle n'avait même pas vu comme un être humain. Elle devait réparer cela. Non pas pour Ryu, non pas pour Grimaldi & Co, non pas pour Thibaut. Pour elle. Pour le fil de l'âme que son père avait écrit. La décision la frappa avec la clarté d'un éclair. Elle n'allait pas abandonner. Mais elle n'allait plus jouer leur jeu non plus. Elle ne chercherait plus l'approbation de Ryu par l'intermédiaire de représentants et de propositions d'entreprise. Elle le trouverait. Et non pas pour demander un contrat, mais pour demander pardon. C'était une idée insensée. Une quête d'une aiguille dans une botte de foin. Ryu était un fantôme. Mais pour la première fois depuis longtemps, Clémence sentit un but qui n'était pas mesuré en argent ou en statut. Il s'agissait de rédemption. Elle se leva, le visage maculé de larmes, mais les yeux brillants d'une nouvelle détermination. Elle saisit le téléphone. Elle n'appela pas Thibaut. Elle n'appela aucune de ses amies influentes. Elle composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis près de 15 ans. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois. Elle faillit raccrocher, le cœur battant à tout rompre. « Allô ?» répondit une voix assoupie et familière. « Professeur Bernard ?» dit Clémence, la voix rauque. « C'est Clémence. Clémence Rossi, votre ancienne élève. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Clémence ? Mon Dieu, ça fait si longtemps. Tout va bien ? » « Non, rien ne va bien du tout, » répondit-elle, avec une honnêteté qui la surprit. « Professeur,
J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de trouver une personne, un fantôme. » L'appartement du professeur Bernard était exactement comme Clémence s'en souvenait. Un chaos organisé de livres, de tissus et de mannequins de couture. L'odeur de camomille et de poussière de papier flottait dans l'air. Bernard, désormais septuagénaire, les cheveux blancs plus clairsemés et les lunettes plus épaisses, l'observait avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Il était la seule figure de ce passé qu'elle n'avait pas réussi à corrompre ou à oublier. Il l'écouta en silence, tandis qu'elle racontait tout. La faillite imminente, l'humiliation par Étienne et Isabelle, et l'incident honteux avec l'homme au gala. Elle n'épargna aucun détail, ne tenta pas de justifier ses actions. Pour la première fois, elle fut entièrement honnête. Quand elle eut fini, le silence dans la pièce était pesant. Bernard se leva, marcha jusqu'à une bouilloire qui sifflait sur la cuisinière et prépara 2 tasses de thé. Il en posa une devant elle. « Tu es devenue tout ce que tu avais juré de ne pas être, Clémence, » dit-il, la voix douce, sans jugement. « Mais le fait que tu sois ici, à me raconter cela, signifie que la jeune fille que j'ai connue est toujours là, quelque part. Je dois le trouver, professeur, l'homme que j'ai humilié. Et je dois trouver Ryu. Pas pour les affaires. Je dois réparer ça. » Bernard sirota son thé, les yeux pensifs. Ryu, c'est plus un mythe qu'un homme, mais les mythes laissent toujours des traces. Il se leva et se dirigea vers une étagère encombrée en tirant un vieil annuaire d'un magazine de mode japonais. Ryu n'est pas un reclus par arrogance, Clémence. Il est reclus par principe. Il méprise l'industrie en laquelle nous avons transformé la mode, un cirque de logos, de célébrités et de cruauté. Il croit que la mode a perdu son âme. Il teste les gens, non pour être cruel, mais pour voir s'il y a encore quelqu'un qui se soucie du métier, de l'histoire derrière le tissu, et pas seulement de l'étiquette de prix. Ces mots firent écho à la défense passionnée que Clémence avait faite lors de la réunion, mais elle comprenait maintenant la différence. Elle connaissait les faits, mais ne vivait pas la philosophie. Il croit que l'humilité est la toile la plus importante pour un grand design, continua Bernard. Il a déjà annulé des collections entières parce qu'un cadre a maltraité un serveur en sa présence. C'est un puriste, un idéaliste dangereux dans notre monde cynique. Clémence sentit un frisson. La description correspondait parfaitement à la réaction d'Étienne. Son humiliation n'était pas une attaque personnelle d'Isabelle, c'était un test, et elle avait échoué spectaculairement. Mais comment le trouver? Personne ne sait où il vit, à quoi il ressemble. Personne dans votre cercle peut-être, dit Bernard avec un petit sourire. Il feuilleta l'annuaire. Mais Ryu ne vit pas dans le monde des penthouses et des galas. Il vit dans le monde des artisans, des tisserands, des teinturiers, des couturiers. C'est là qu'il puise son inspiration. C'est là qu'il se cache à la vue de tous. La révélation fut comme une lumière s'allumant dans une pièce sombre. Clémence cherchait au sommet de la pyramide, alors qu'elle aurait dû chercher à la base. La colère qu'elle ressentait envers Étienne et Isabelle fut remplacée par une fureur dirigée contre elle-même. Comment avait-elle pu être si aveugle? Elle était devenue tellement partie de ce cirque qu'elle avait complètement oublié le monde réel de la mode, le monde de son père. Le plan commença à se former dans son esprit, non pas un plan d'affaires, mais un scénario de rédemption. Les artisans, murmura-t-elle. Bien sûr, les jours suivants, l'appartement du professeur Bernard devint son quartier général. Ils se plongèrent dans la recherche, non pas dans des rapports de marché, mais dans des forums d'artisans méconnus, des blogs de tissage et des archives de corporations de métiers. Ils retracèrent les fournisseurs exclusifs de tissus que Ryu utilisait, de petites familles en Italie et au Japon qui ne travaillaient que pour lui. Bernard utilisa ses contacts académiques, tandis que Clémence, dépouillée de son arrogance, fit preuve d'une humilité retrouvée pour converser avec des personnes qu'elle n'aurait auparavant même pas remarquées. La preuve décisive vint d'une source inattendue. Un petit teinturier des environs de Florence, un vieil ami de Bernard. Au téléphone, l'homme décrivit un client mystérieux qui le visitait personnellement tous les quelques mois. Un homme qui ne se souciait pas des délais, seulement de la perfection de la couleur. Un homme qui passait des heures à discuter de l'histoire des pigments. Il a un petit atelier, un endroit que personne ne connaît, dit le teinturier. Il se trouve dans une vieille rue du quartier de l'Oltrarno, une porte en bois sans plaque, numéro 22. Il m'a dit une fois, les meilleures créations naissent là où personne ne regarde. Oltrarno, le quartier des artisans de Florence.
le cœur battant du métier. C'était là. Ça devait être là. Le moment Eureka fut silencieux, un échange de regards entre Clémence et Bernard. Ils avaient l'adresse. Ils avaient le où. Maintenant, il leur fallait le quoi. Tu ne peux pas arriver les mains vides, dit Bernard. Tu ne peux pas venir avec des excuses préparées. Les mots sont du vent. Tu dois lui montrer, pas raconter. Clémence savait ce qu'elle devait faire. Elle retourna à son penthouse, mais cette fois, elle passa devant le dressing. Elle se rendit au débarras et ouvrit la boîte en bois. Elle prit l'un de ses anciens croquis, un qui représentait la pureté de ses rêves d'adolescente. Mais elle n'allait pas le copier, elle allait le réinventer. Elle passa les 48 heures suivantes enfermée, non pas dans son bureau, mais dans l'ancienne salle de couture de son appartement, un espace qu'elle n'avait jamais utilisé. Avec l'aide de Bernard, qui apporta des tissus simples mais de haute qualité, lin brut, coton écru, elle travailla. Ses mains, habituées à tenir des coupes de champagne, maniaient désormais ciseaux et aiguilles. Elle ne créa pas une robe de gala. Elle créa une pièce simple, presque monacale, une robe qui racontait une histoire de chute et un désir de se relever. Chaque point était une demande de pardon, chaque pli, une confession. Avec la pièce soigneusement pliée dans une simple boîte, elle et Bernard prirent le premier train pour Florence. Le voyage fut tendu. Et si le teinturier s'était trompé? Et si Ryu n'était pas là? Et s'il la chassait avant qu'elle ne puisse dire un mot? Le plan semblait fragile, insensé. Ils trouvèrent la rue dans l'Oltrarno, une ruelle étroite et silencieuse, loin de l'éclat des boutiques de luxe. Et la voilà, numéro 22, une porte en bois sombre et anonyme, exactement comme décrite. Il n'y avait pas de sonnette, pas de poignée, juste un petit heurtoir en fer. Le moment était venu. Clémence inspira profondément, le cœur martelant contre ses côtes. Elle leva la main pour frapper, mais hésita. La peur la paralysa. Et si tout était vain? Soudain, avant qu'elle ne puisse frapper, la porte s'ouvrit avec un léger grincement. Un jeune assistant apparut, les regarda avec surprise et dit « Nous vous attendions ». Clémence et Bernard se regardèrent, choqués. Comment pouvait-il savoir? L'assistant s'écarta, ouvrant le passage. L'intérieur de l'atelier était visible, un espace vaste, baigné de lumière, de tissu et la silhouette d'un homme travaillant dos à la porte. Le piège était tendu, mais il semblait que c'était elle qui y entrait. L'assistant sourit énigmatiquement. « Il a dit que vous viendriez. » Clémence sentit le sol se dérober sous ses pieds. La tension était insupportable. Bernard posa une main encourageante sur son épaule. « C'est maintenant ou jamais », murmura-t-il. Le cœur battant à tout rompre, Clémence fit le premier pas dans la gueule du loup. Ce voyage de rédemption ne fait que commencer, et votre présence ici est très importante pour moi. Dites-moi en commentaire, de quelle ville nous regardez-vous? Je les lis tous. L'atelier n'avait rien de ce que Clémence imaginait. Il n'y avait ni le luxe froid des grandes maisons de couture, ni le désordre chaotique d'un artiste tourmenté. L'espace était un sanctuaire de lumière et de silence. Des murs de briques anciennes, un haut plafond avec des poutres en bois apparentes et d'immenses fenêtres qui inondaient l'endroit de la lumière dorée de la Toscane. Des rouleaux de tissu organisés par couleur et texture reposaient sur des étagères allant du sol au plafond, ressemblant à une bibliothèque de matériaux. Sur une longue table en bois, plusieurs pièces étaient à différents stades de création, chacune ressemblant plus à une sculpture qu'à un vêtement. L'air sentait le lin, la cire d'abeille et quelque chose d'autre, quelque chose d'ancien et de terreux. C'était un lieu de travail, de dévotion. Clémence et Bernard entrèrent, et la porte se referma derrière eux, étouffant les bruits de la rue. L'homme, dos à eux, ne se retourna pas. Il continua son travail, penché sur un mannequin, ajustant le pli d'un tissu sombre, avec une concentration qui semblait absorber tout le son de la pièce. La stratégie de Clémence, son plan de le confronter avec sa création et son repentir, parut soudain naïve, présomptueuse. Elle ne tendait aucun piège. Elle entrait dans un monde qui opérait selon des règles qu'elle commençait à peine à comprendre. La préparation mentale qu'elle avait faite dans le train, les phrases qu'elle avait répétées avec Bernard, tout s'évanouit devant la présence silencieuse et imposante de cet homme. Le jeune assistant qui les avait accueillis, un garçon au regard attentif nommé Lucas,
prit la boîte des mains tremblantes de Clémence. « Il verra cela dans un instant, » dit-il à voix basse. « Veuillez patienter. » Lucas les conduisit dans un petit coin de la pièce avec 2 chaises simples, face à un mur couvert de croquis et d'échantillons de tissu. C'était une torture et une révélation. Chaque croquis était un chef-d'œuvre de simplicité et de complexité. Clémence reconnut des techniques qu'elle n'avait vues que dans les livres d'histoire. Elle était au cœur de la créativité de Ryu, et le génie autour d'elle était écrasant. Le doute, le dernier obstacle, l'assaillit de toute sa force. Qui était-elle pour interrompre cela? Qui était-elle pour penser que sa petite robe, confectionnée en 48 heures de désespoir, signifierait quoi que ce soit dans ce temple du design? Elle regarda Bernard, la panique gravée sur son visage. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle, la voix presque inaudible. « C'est une erreur, je suis une imposture. » Bernard ne dit rien. Il se contenta de pointer le mur de croquis. Au milieu de dizaines de dessins complexes, il y en avait un, très simple, presque enfantin. C'était l'esquisse d'un oiseau, faite de seulement 3 ou 4 lignes. Mais dans ces quelques traits, il y avait du mouvement, de la vie, de la liberté. En dessous, une annotation. La perfection n'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retirer. Clémence comprit. Il ne s'agissait pas de complexité ou d'impressionner. Il s'agissait d'honnêteté. Sa robe n'était pas un chef-d'œuvre pour rivaliser avec les siens, mais un geste honnête. C'était la seule chose qu'elle possédait. À ce moment, l'homme au centre de la pièce cessa enfin de travailler. Il s'éloigna du mannequin, toujours dos à eux, et se dirigea vers la table où Lucas avait posé la boîte de Clémence. Le silence était si profond que Clémence pouvait entendre sa propre pulsation dans ses oreilles. Lentement, il ouvrit la boîte. Il ne sortit pas la robe. Il se contenta de la regarder pendant une longue, interminable minute. Alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Le téléphone de l'atelier, un vieil appareil à cadran, sonna, le son strident brisant la sacralité du silence. Lucas répondit rapidement, la voix un murmure. Il s'approcha de l'homme et lui chuchota quelque chose. L'homme hocha la tête et, pour la première fois, parla. Sa voix était calme, plus basse que ce que Clémence attendait, mais elle portait une autorité incontestable. « Dites à Étienne que la proposition a été rejetée et qu'il est renvoyé. » Clémence se figea. Étienne. Il parlait d'Étienne Moreau, l'homme qui l'avait humilié. Son monde bascula. Que se passait-il? L'homme, Ryu, raccrocha le téléphone et se tourna vers Lucas. « Annulez la réunion avec le consortium de Tokyo. Dites que j'ai trouvé quelque chose de plus intéressant. » Puis il se retourna, lentement, et marcha dans leur direction. La lumière de la fenêtre l'éclaira, d'abord sa silhouette, puis ses traits. Les cheveux gris et courts, la stature moyenne, les mains calleuses, et le regard serein et observateur. C'était Antoine, l'homme qu'elle avait aspergé de champagne, le clochard qu'elle avait chassé du gala. Le styliste le plus cher et le plus vénéré du monde était l'homme qu'elle avait humilié de la manière la plus vile possible. L'air quitta les poumons de Clémence dans un souffle silencieux. Le sol ne disparut pas. L'univers entier se reconfigura autour d'elle. Le piège n'était pas le sien. Le piège avait toujours été le sien, et elle y avait marché droit dedans, dès la première seconde. Le choc sur le visage de Clémence était un masque d'horreur pure. Son esprit refusait de traiter la réalité. Antoine. Ryu. Ryu. Antoine. Les 2 identités s'entrechoquèrent dans sa tête avec la force d'un cataclysme. L'homme debout devant elle n'était ni le clochard qu'elle avait méprisé, ni le génie qu'elle avait idéalisé. Il était les deux. Il était la personnification de son crime et de sa quête. Bernard, à ses côtés, était tout aussi atone, la bouche légèrement ouverte. Le silence dans l'atelier était absolu, rompu seulement par la respiration tremblante de Clémence. Antoine, ou Ryu, s'arrêta à quelques mètres d'eux. Son visage était impassible, le même regard serein qui l'avait hanté pendant des semaines. Il ne semblait pas en colère. Il ne semblait pas triomphant. Il se contentait de l'observer, attendant. Et ce fut ce calme qui la brisa. L'arrogance, la dernière ligne de défense de Clémence, ressurgit des cendres de son humiliation. C'était un réflexe, une armure qu'elle avait portée si longtemps qu'elle ne savait plus comment l'ôter. « C'est un stratagème », balbutia-t-elle, la voix un filet de son ancien pouvoir. « Une farce macabre. Vous ne pouvez pas être lui. »
Il inclina la tête, un geste de curiosité authentique. « Je ne peux pas ?» demanda-t-il, la voix calme. « Non !» insista-t-elle, se levant, l'adrénaline de la panique lui donnant une fausse sensation de force. « Ryu est un génie, un artiste, vous êtes un inconnu qui s'est vêtu de haillons pour me tromper, pour se venger d'une manière ou d'une autre. » L'accusation sonna creuse même à ses propres oreilles, mais elle s'y accrocha comme un naufragé à une épave. « Vous avez tout orchestré, la réunion avec Étienne, l'humiliation. Tout pour vous venger parce que je vous ai remis à votre place. » Elle se tourna vers Bernard, cherchant du soutien. « Professeur, dites-lui, c'est absurde, une farce élaborée. » Mais Bernard se contenta de regarder Antoine, et dans ses yeux, il n'y avait pas de doute, mais une reconnaissance profonde et tardive. Antoine ne répondit pas à son accusation. Il n'en avait pas besoin. L'atelier autour de lui était sa défense. Les créations, les croquis, l'atmosphère même du lieu, tout criait la vérité que Clémence refusait de voir. Il se contenta de marcher jusqu'au mur où son vêtement, la pièce qu'il était en train de créer à son arrivée, était sur le mannequin. C'était un long manteau, d'un tissu sombre et lourd. D'un mouvement doux, il le retourna. La doublure intérieure était faite de centaines de petits morceaux de soie, de toutes les couleurs et motifs, cousus ensemble pour former une mosaïque éblouissante, une œuvre d'art secrète que seul celui qui la portait connaîtrait. La véritable beauté, dit Antoine, la voix toujours douce, est souvent cachée sous une apparence simple. Il faut avoir des yeux pour voir. La phrase était une réponse directe et dévastatrice à son arrogance. Il se retournait contre elle, non avec colère, mais avec sa propre philosophie. La négation de Clémence commença à se fissurer. La réalité était indéniable, écrasante. Mais l'admettre, ce serait admettre l'ampleur de son erreur, la profondeur de sa superficialité. Ce serait se désintégrer complètement. Antoine s'approcha de la boîte qu'elle avait apportée et, pour la première fois, sortit la robe qu'elle avait confectionnée. Il la tint contre la lumière, le simple tissu de coton semblant presque translucide. Il ne l'examina pas avec le dédain d'un critique, mais avec la curiosité d'un artisan. Il passa ses doigts sur la couture, sentant la tension des points. Il observa la coupe, la façon dont le tissu tombait. « C'est un début », dit-il enfin. La phrase n'était ni un compliment, ni une critique. C'était une observation. Puis il se tourna vers elle, et le calme sur son visage laissa place à une intensité froide. « Vous m'accusez d'orchestrer une vengeance. Croyez-vous que je me soucie suffisamment de cela ? Croyez-vous que ce que vous avez fait cette nuit-là était important ?» Il laissa échapper un rire bref et sans humour. « Clémence, ce que vous avez fait n'était pas une attaque contre moi. C'était un symptôme. Un symptôme de la maladie qui a gangrené l'industrie que j'aime. Vous, Étienne, Isabelle, vous êtes tous pareils. Vous avez transformé l'art en statut, la passion en pouvoir. Vous vous habillez avec les peaux d'artisans morts et vous vous appelez l'élite. » Il laissa tomber sa robe sur la table. « Je n'ai eu besoin de rien orchestrer. J'ai juste observé. Je voulais donner une chance à Grimaldi & Co. en raison de l'histoire de la marque. J'ai envoyé Étienne, mon représentant, pour vous tester. Je lui ai demandé de vous provoquer, de voir s'il y avait quelque chose sous la surface. Je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. Il est devenu l'un des vôtres, et c'est pourquoi il a été renvoyé. » La première preuve fut présentée, la confession que tout avait été un test. L'arrogance de Clémence vacilla, la certitude dans sa voix disparut. Elle regarda la robe qu'il avait jetée sur la table, la pièce qui représentait sa rédemption, maintenant réduite à un début. « Mais pourquoi ?» murmura-t-elle, la lutte s'évanouissant en elle. « Pourquoi s'habiller de cette façon? Pourquoi aller à cet événement ?» Antoine sortit un petit objet de sa poche. C'était une vieille broche en argent, en forme d'hirondelle. « Cette broche appartenait à ma mère. Elle était couturière. Elle a travaillé toute sa vie pour que je puisse étudier. Le gala était en l'honneur d'un fonds pour jeunes designers issus de familles modestes. Un fonds que j'ai créé anonymement il y a 10 ans. Je n'étais pas là en tant que Ryu, le génie. J'étais là en tant qu'Antoine, le fils d'une couturière, pour m'assurer que l'argent allait aux bonnes personnes. » La deuxième preuve, le motif. Chaque mot était un coup, démantelant le récit de Clémence, exposant la laideur de ses suppositions. Elle n'avait pas humilié un intrus. Elle avait profané le sanctuaire même de l'hôte. La pièce commença à tourner. Le poids de son erreur était palpable,
une pression sur sa poitrine qui l'empêchait de respirer. Elle regarda le visage d'Antoine, et pour la première fois, elle vit au-delà du clochard et du génie. Elle vit l'homme, et la vision était insupportable. Les témoins de Clémence n'étaient que 3 personnes, mais leur réaction fut plus dévastatrice que celle d'un salon de réception entier. Lucas, le jeune assistant, qui auparavant l'observait avec une curiosité neutre, la fixait à présent avec un mépris froid et silencieux. Il était l'un des jeunes designers que le fonds de Ryu soutenait. Pour lui, le crime de Clémence n'était pas seulement un acte d'arrogance sociale. C'était une profanation, une insulte directe à la mémoire de la mère de son mentor et à tout ce qu'il représentait. Il s'éloigna d'elle, un petit geste de répulsion, et commença à organiser méticuleusement les tissus sur une étagère, un acte délibéré pour l'ignorer, pour l'effacer de cet espace sacré. Bernard, son ancien professeur, son allié, fut le second témoin. Il ne la regardait pas avec mépris, mais avec une tristesse profonde et accablante. C'était la déception d'un père qui voit son enfant choisir le mauvais chemin, même après avoir été averti. Il avait vu en elle l'étincelle de la rédemption, avait cru que l'ancienne Clémence existait encore. Mais en entendant la vérité de la bouche d'Antoine, il réalisa que le gouffre était bien plus profond qu'il ne l'imaginait. Il fit un pas en arrière, le mouvement subtil créant une distance physique et émotionnelle entre eux. Il ne l'abandonna pas avec colère, mais avec un soupir de résignation qui était, d'une certaine manière, bien pire. Son silence était une condamnation. Mais la réaction la plus brutale fut celle d'Antoine. Il ne cria pas, il ne l'insulta pas, il l'exclut simplement. Après avoir révélé la raison de sa présence à l'événement, il se retourna et reprit son travail comme si elle n'existait plus. Il prit un morceau de craie et commença à faire des marques sur un tissu sombre, la main ferme, la concentration absolue. Le monde de Clémence s'était effondré, mais le sien continuait de tourner, indifférent. L'explosion qu'elle attendait ne vint pas. Au lieu de cela, il y eut le silence, le murmure de sa propre insignifiance. Elle était une note de bas de page dans son histoire, un test raté, un symptôme oublié. Les témoins ne l'attaquèrent pas. Ils se contentèrent de se détourner et de poursuivre leur vie, la laissant seule au centre de son propre désastre. Cette indifférence fut le coup de grâce. C'était la confirmation que, dans son univers, un univers de but et de création, elle ne comptait tout simplement pas. La chute de Clémence ne fut pas un fracas, mais un effondrement silencieux. Le silence dans l'atelier était un vide qui aspirait tout l'air, toute sa force. L'armure d'arrogance, désormais en morceaux, tomba, révélant la femme terrifiée et brisée en dessous. Elle regarda ses mains, les mêmes mains qui avaient tenu la coupe de champagne, et les vit comme des griffes laides et inutiles. Elle tenta de parler, de formuler des excuses, mais les mots ne venaient pas. Que pouvait-elle dire ? « Je suis désolé de ne pas vous avoir vu comme un être humain. » La monstruosité de son comportement, maintenant exposée à la lumière crue de la vérité, était inexcusable. Son dernier recours, l'instinct final d'une vie entière de manipulation, fut de tenter d'en appeler aux affaires. « Grimaldi, » commença-t-elle, la voix un murmure rauque. « L'entreprise a besoin de vous. Nous pourrions faire un communiqué. Dire que tout était un malentendu. Je peux me rétracter publiquement. » Antoine ne cessa pas son travail. Sans se retourner, il parla, la voix coupante comme des ciseaux sur de la soie. « Vous n'avez toujours pas compris, n'est-ce pas? Vous croyez que c'est une question d'argent, de communiqué de presse. » Il s'arrêta finalement et se tourna, non vers elle, mais vers la robe qu'elle avait créée, toujours sur la table. « Je n'ai pas besoin de Grimaldi. Grimaldi, et des gens comme vous, ont besoin de moi, et de tout ce que je représente. Mais vous ne voulez pas ce que je représente. Vous voulez mon nom, l'étiquette, le prestige. » Il s'approcha de sa robe. D'un calme délibéré, il saisit une lourde paire de ciseaux de tailleur sur la table. Pendant un instant, Clémence pensa qu'il allait la détruire, couper en morceaux sa fragile tentative de rédemption. Ce serait un acte de miséricorde, une fin rapide à son agonie. Mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il fit une seule et précise entaille dans la couture latérale de la robe, près de l'ourlet. Une petite coupure, presque imperceptible. Puis, il reposa les ciseaux sur la table. « C'est de travers, » dit-il, simplement. « La tension du point est incorrecte. Vous avez bâclé la finition. » La critique n'était pas cruelle. Elle était technique,
factuel, et ce fut cela qui la détruisit. Il ne parlait plus à Clémence, la mondaine. Il parlait à une designer amatrice. Il la dépouilla de tous ses titres, de tout son pouvoir, et la réduisit à sa compétence réelle. Et elle fut jugée déficiente. La confession finale ne fut pas la sienne, mais la sienne, dans un sanglot silencieux qui secoua son corps. Elle ne fut pas arrêtée, pas expulsée. La conséquence immédiate fut la vidange totale de son identité. Elle n'était pas l'épouse de Thibaut. Elle n'était pas l'ambassadrice de Grimaldi. Elle n'était pas la reine du cercle mondain. Elle n'était même pas une bonne designer. Elle n'était rien. Elle se contenta de respirer, l'air lourd de l'odeur de son échec. Le silence d'après-bataille était le son de son monde qui s'achevait. Sans dire un mot, elle se retourna et marcha vers la porte. Bernard ne la suivit pas. Antoine ne la regarda pas partir. Elle sortit dans la rue ensoleillée de Florence, mais tout ce qu'elle voyait était obscurité. En franchissant la porte en bois sombre, la lumière du soleil de Florence lui parut artificielle, violente. Clémence resta un instant sur le trottoir, clignant des yeux, comme si elle émergeait d'un long sommeil dans une caverne obscure. Le monde autour d'elle, des touristes riants, le vrombissement des scooters, l'odeur du café, semblait appartenir à une autre dimension. Elle n'appela pas de taxi. Elle se contenta de marcher, sans but, dans les rues de l'Oltrarno. Ses pieds la menèrent loin du faste du Ponte Vecchio, vers les ruelles plus silencieuses, où de petits ateliers d'artisans résistaient encore au passage du temps. Elle vit un homme réparer une chaussure en cuir avec des mains tachées, une femme tisser sur un métier ancien, un jeune homme polir une pièce d'argent. C'étaient des gens comme Antoine, des gens comme son père, des gens qui créaient avec leurs mains et avec leur âme, des gens qu'elle avait passé toute sa vie à ignorer. Bernard la retrouva des heures plus tard, assise sur un banc de pierre dans une place oubliée. Il ne dit pas « je te l'avais dit », il n'offrit pas de mots de réconfort. Il s'assit simplement à côté d'elle et lui tendit une bouteille d'eau. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-il, la voix douce. « Je ne sais pas », répondit-elle, la voix rauque. « Il n'y a rien à faire, c'est fini. » La fin d'une histoire est souvent le début d'une autre, Clémence, dit-il. Il n'a pas détruit ta robe, il a juste montré le défaut. Les défauts peuvent être réparés. Elle le regarda, les mots pénétrant lentement le brouillard de son désespoir. Il avait raison. La coupe d'Antoine ne fut pas un acte de destruction. Ce fut une leçon. La première véritable leçon qu'elle avait eue en plus d'une décennie. Elle quitta Florence cette nuit-là, laissant derrière elle non seulement l'atelier de Rioux, mais la femme qu'elle était. Les jours qui suivirent furent un démantèlement silencieux de son ancienne vie. La nouvelle du licenciement d'Étienne Moreau et de la fin de tout espoir de collaboration avec Rioux se répandit comme une traînée de poudre. Les actions de Grimaldi & Co s'effondrèrent à une valeur dérisoire. En moins d'un mois, l'entreprise déposa le bilan. Thibaut, son mari, ne la blâma pas avec colère, mais avec une amère lassitude. Leur mariage, une transaction commerciale déguisée en romance, fut dissous avec la même froideur qu'il avait été arrangé. En quelques semaines, Clémence perdit son mari, sa fortune, son statut et sa maison. L'ancienne Clémence aurait désespéré. La nouvelle Clémence ressentit un soulagement. 6 mois plus tard, une petite boutique dans une rue tranquille de Lisbonne, loin des circuits de la mode. L'enseigne sur la vitrine ne disait pas « Clémence Grimaldi ». Elle disait simplement « Rossi », le nom de famille de son père. À l'intérieur, l'espace était petit, minimaliste, avec des murs blancs et de simples portants en métal. Sur les portants, pas plus d'une vingtaine de pièces. Des robes, des jupes, des manteaux. Toutes confectionnées dans des tissus naturels, avec des coupes nettes et une attention obsessionnelle aux détails. C'étaient les vêtements que Clémence créait désormais. Elle avait vendu le seul bijou qui lui restait de son divorce. Une paire de boucles d'oreilles en diamant que son père lui avait offerte pour ses 18 ans, pour louer la boutique et acheter sa première machine à coudre industrielle. Elle ne se contentait pas de dessiner, elle coupait, cousait, repassait. Ses mains, autrefois immaculées, avaient maintenant de petites callosités et des piqûres d'aiguilles. C'étaient les mains d'une artisane. Elle n'était pas riche, elle parvenait à peine à payer le loyer. Mais pour la première fois depuis qu'elle était une jeune fille sur le sol de sa chambre, elle se sentait en paix. Elle construisait quelque chose de réel, quelque chose qui était véritablement sien.
Un jour, une jeune femme entra dans la boutique. C'était clairement une étudiante en design, avec un portfolio sous le bras et un regard d'admiration nerveuse. Elle regarda les pièces, touchant les tissus avec révérence. « Excusez-moi », dit la jeune femme s'approchant de Clémence, qui ajustait un ourlet sur le comptoir. « Je sais que ça peut paraître étrange, mais... Vous êtes Clémence Rossi ?» Clémence leva les yeux, surprise. « Oui, c'est moi. »« Je n'y crois pas, » dit la jeune femme, les yeux brillants. « J'ai lu des choses sur vous, sur un blog sur les nouveaux designers indépendants. Il disait que votre travail avait une âme. » Tandis que l'étudiante parlait, animée, elle gesticulait avec son portfolio, qui lui glissa des mains et tomba au sol, s'ouvrant et éparpillant des dizaines de croquis. Au même instant, la tasse de café que la jeune femme tenait se renversa, déversant le liquide sombre sur une robe en lin blanc qui se trouvait sur un mannequin à proximité. Une pièce que Clémence avait mis 3 jours à achever. L'étudiante se figea, le visage pâle d'horreur. « Oh mon Dieu, je suis désolée, Je suis tellement désolée, je vais payer. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. » L'ancienne Clémence aurait crié. Elle aurait humilié la jeune femme. Elle aurait exigé une compensation exorbitante. Mais la femme derrière le comptoir se contenta de regarder la tache de café se répandre sur le lin blanc. Puis, elle leva les yeux vers le visage terrifié de la jeune femme, et elle sourit, un sourire sincère et chaleureux. « Ne vous inquiétez pas, » dit Clémence calmement. Elle prit la robe tachée du mannequin. « Parfois, » continua-t-elle, observant le motif abstrait que le café avait créé, « les meilleures créations naissent des accidents. » Elle saisit un crayon sur le comptoir et, utilisant la tache comme guide, commença à esquisser un nouveau motif de broderie directement sur le tissu. L'étudiante l'observait, bouche bée, les larmes de panique se transformant en larmes d'admiration. Dans ce geste, dans cette réaction, Clémence prouva à elle-même que sa transformation était réelle. Elle n'avait pas besoin de l'approbation de Ryu. Elle avait trouvé la sienne. Le fil de son âme, qu'elle avait cru perdu à jamais, était enfin en train d'être recousu à sa place. L'histoire de Clémence et Antoine nous enseigne une leçon puissante. La véritable élégance ne réside pas dans l'étiquette que vous portez, mais dans la manière dont vous traitez les gens. Elle ne se trouve pas dans le prix des vêtements, mais dans la valeur que vous accordez à l'âme de celui qui les a confectionnés. Dans un monde qui nous juge souvent à la couverture, leur histoire nous rappelle de regarder au-delà, de chercher la beauté cachée, l'histoire non racontée. Nous tous, à un moment donné, nous sommes sentis jugés ou avons jugé quelqu'un en fonction des apparences. C'est une faiblesse humaine, mais aussi une opportunité de croissance. Le parcours de Clémence, d'une mondaine arrogante à une artisane humble, est un témoignage qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour se redécouvrir, pour réparer les fils brisés de notre propre âme. C'est une preuve que la rédemption ne se trouve pas dans le pardon des autres, mais dans le travail honnête que nous faisons sur nous-mêmes. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Croyez-vous que les gens peuvent vraiment changer et méritent une seconde chance? Si le parcours de Clémence a touché votre cœur, si vous croyez au pouvoir de l'humilité et de la rédemption, laissez un oui dans les commentaires ci-dessous. Votre réponse est plus qu'un simple mot. C'est un vote d'espoir dans la capacité humaine à se transformer pour le meilleur. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte pour trouver son chemin, ou qui aime simplement une histoire puissante de chute et de renaissance, partagez cette vidéo. Parfois, une histoire est tout ce dont nous avons besoin pour voir notre propre vie sous un nouveau jour. En partageant, vous nous aidez à diffuser ce message d'empathie et de transformation à davantage de personnes. Nous publions de nouvelles histoires inspirantes comme celle-ci chaque semaine, explorant les recoins les plus profonds de l'expérience humaine. Pour ne rien manquer et continuer à faire partie de cette communauté qui croit au pouvoir des histoires, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Chaque abonnement, chaque j'aime et chaque commentaire nous motive à continuer à apporter du contenu qui non seulement divertit, mais aussi inspire et provoque la réflexion. Merci d'avoir regardé et de faire partie de ce voyage avec nous. Votre présence ici fait toute la différence.